En fait, c'est marrant parce que je me suis déjà vue comme ça, tu vois, comme aujourd'hui. Je t'ai dit, je pensais parfois de temps en temps à, à ma vie si mes parents étaient restés en Turquie. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Enfin, que je me cherchais, tout simplement. Elle m'écrivait: j'ai été adoptée il y a 20 ans par un couple français. Ils avaient déjà 3 enfants biologiques. L'adoption était primordiale pour eux. Donner la chance à un enfant orphelin d'avoir une nouvelle vie. J'avais 9 ans. Je me suis très vite adaptée à la situation. Je parlais à ma famille adoptive de mes souvenirs, de mes sensations au Burundi sans trop de gêne. Je vivais mon quotidien sans me laisser perturber car j'avais conscience que cette adoption m'avait fait quitter un pays en guerre, où ma propre survie aurait été extrêmement difficile, pour me permettre d'avoir une nouvelle existence plus joyeuse. Et puis les 2 années passées à l'orphelinat de Bujumbura m'avaient préparée à ce changement de vie. On me montrait des photos de ma future famille, on me racontait la vie magnifique, idéale que j'allais avoir en France, tel un Eldorado que je ne pouvais refuser de rejoindre. Mon rêve, c'est vivre dans 2 pays. Il y a une chose sûre, moi, j'ai pas fui mon pays. J'ai choisi vivre en France. Et n'oublie pas qui tu es et où tu viens. Et je me souviens que quand j'ai lu cette phrase, peut-être c'est pas exactement ça, j'ai lu cette phrase, j'ai pleuré, je pleurais et je comprenais ça. Mais après, à 24 ans, je pense pas que tu oublies. Peut-être quand tu es plus jeune, tu oublies. Je veux absolument pas oublier. Pour moi, c'est hors de question de pas partir en Iran. Si un jour il me dit tu n'as pas le droit d'aller en Iran, je pense que je vais mourir. Je n'ai eu conscience de mes origines que lorsque j'ai été scolarisée, parce que tant qu'on est dans le cocon familial, on a l'impression qu'on vit normalement, comme les autres personnes. J'avais jamais entendu parler vietnamien. Il n'y avait pas d'autres familles vietnamiennes dans les environs. Je ne savais même pas ce que c'était le Vietnam. Puis arrivé à l'école, les autres enfants m'ont dit que j'étais une shintok, que j'avais les cheveux raides comme des baguettes. Étant petite, j'ai voulu souvent ressembler aux autres filles qui avaient le teint clair, les cheveux frisés, les yeux bleus. J'ai presque eu honte des fois. Comme tous les enfants, on veut ressembler aux autres. Et puis après, lorsque j'ai vu ma mère mettre le costume national, lorsqu'on nous remettait les prix à l'école, qu'on avait bien travaillé, que je voyais ma mère belle comme une princesse dans ses vêtements de soie avec ses longs cheveux noirs, j'ai été fière de mes origines, mais je crois que j'ai plus jamais honte. Quand j'avais 7 ans, mon frère est parti vivre en France et je savais qu'un jour, c'était de mon tour. Si tu veux, je suis arrivée en France même avant ma naissance, en fait. Je suis conçue à Paris. Je ne voulais pas partir.
C'est ma mère qui m'a obligée absolument qu'il faut que je parte après mes études. Voilà. Mais bon, après, je ne regrette pas, je suis très contente. J'avais envie de rester et ma vie aussi, ça fait que j'ai pu rester. En grandissant, je n'ai plus ressenti le besoin de partager mes souvenirs. Il y avait un détachement, une envie d'oublier mon passé. Je refusais d'en parler, c'était profond, que ce soit avec ma famille adoptive ou avec n'importe quel autre proche. J'ai souffert, en silence. J'utilisais ma force de caractère pour cacher ma douleur, pour me protéger et mettre à distance tous mes sentiments les plus sombres. J'ai bien fait semblant. Mais au fond de moi, j'étais révoltée, en colère, triste, malheureuse, perdue. J'étais tiraillée entre ma vie en France et cette vie que j'aurais pu avoir dans mon pays d'origine et qu'on m'avait empêchée d'avoir. D'être une enfant adoptée, de ne pas avoir suffisamment de souvenirs de mon passé au Burundi, d'avoir rejeté mes origines. De la même manière qu'on ne choisit pas de naître, on ne choisit pas d'être adopté. Faut vivre avec. C'est à la fois une seconde chance dans la vie, mais aussi une souffrance pour certains. J'avais un manque d'identité. Ok, j'étais française d'origine turque. Ça a toujours été un flou total et c'était quand même perturbateur. Enfin, pour moi, la France, c'est la maison, en fait. C'est chez moi, c'est ma sœur, c'est mes neveux, c'est mon frère, c'est mes amis, c'est mon enfance. J'essaie de me souvenir, en fait. Pour les Grecs, le centre du monde était à Delphes. Ils y ont dressé l'omphalos, le nombril du monde, là où se sont rencontrés les deux aigles partis des extrémités de la terre. Mais pour un Asiatique, le centre du monde n'est pas géographique. Il serait plutôt anatomique. Les femmes égyptiennes, surtout, ont réussi cette fascination. Dieu fait défiler devant les yeux de Job toutes les merveilles de la création. La danseuse du ventre fait croire qu'elle en connaît les secrets. Elle est à elle seule toutes les merveilles. Elle est l'origine du monde et pas seulement le centre. Elle le réinvente à chaque naissance. Elle est l'alpha, le commencement, la source, le principe, le jaillissement, la cavité première, le vide originel, la caverne féconde des mystères infinis. Et elle danse. Ronde inépuisable, sans cesse recommencer, cycle perpétuel du temps qui ne passe pas, mais se renouvelle indéfiniment.
Je me suis dit, allez, maintenant c'est maintenant ou jamais. Sinon tu vas avoir des regrets. J'essaie de me souvenir en fait. J'avais envie de vivre ma vie, j'avais envie de comprendre qui j'étais vraiment. Pour ma part, je suis intimement persuadée qu'être adoptée, mais aussi orpheline, ça m'a fait repartir dans la vie plus fragile. Parce qu'il y a eu une cassure, un déracinement, un abandon. Cet attachement défait m'a amenée à avoir une autre sensibilité. Et en même temps, cette double expérience de vie m'a rendue, sur d'autres points, plus forte, plus combative. Ni totalement burundaise, ni totalement française, mais entre les deux. Il est toujours compliqué de parler sans tabou car l'adoption est considérée comme une chance et se plaindre est mal vu. De ce fait, je suis extrêmement reconnaissante envers mon compagnon et mes plus proches amis de m'avoir écoutée, soutenue, aidée à avancer sur ce point durant toutes ces années sans porter de jugement de valeur. Moi, j'ai peur de plus de la vie que la mort, parce que je vais avoir 40 ans et que j'ai rien fait, et que le temps passe. C'est horrible. Je déteste cette peur que j'ai vers la vie. Ça, je le sens plus en plus, et j'ai senti encore il y a 2 ou 3 ans plus, c'est que c'est la vie qui continue. C'est qu'il faut que je vis, il faut que je me bats pour vivre, et que je me bats pour ce que je voulais être. Une femme heureuse, c'est elle qu'elle peut écrire sa vie. Et si j'arrive pas, peut-être quand je vais avoir 50 ans ou 60 ans, je vais être frustrée. Et, pour moi, hein, et ça, c'est pire que la mort. Quand j'étais jeune, j'essayais de me chercher, comme beaucoup de jeunes se cherchent certainement. Quand on nous lançait des insultes à caractère raciste, j'avais envie de partir au Vietnam que je ne connaissais pas. Et puis, quand j'ai pu voyager, que je suis allée au Vietnam plusieurs fois, je me suis dit qu'on est toujours étranger où qu'on soit. Lorsque nous sommes au Vietnam, on nous considère comme des Français. Et quand nous sommes ici, on nous considère comme des Asiatiques. Je me suis dit que finalement, j'appartenais à ces deux mondes et que ça ne me dérangeait pas plus que ça. Je me trouve bien ma place partout. Tu dis, est-ce que c'est important? On sait qui on est. Des gens qui ne savent pas qui ils sont, ils souffrent. Je pense qu'il faut d'abord que tu connais toi-même. Tu connais ton identité de toi-même. Et après, tu peux connaître avoir des doubles cultures, même plus multiculturelles. Je sais pas, peut-être un jour je vais vivre au Canada ou je vais vivre au Maroc, des cultures complètement différentes.
Ça te permet de connaître plus les gens, être ouvert vers les gens, comprendre les gens. C'est hyper riche. J'ai fini par comprendre que toute cette souffrance, ces ambiguïtés émotionnelles venaient du fait que j'avais jamais accepté ce déracinement et ce sentiment d'abandon permanent. Avec beaucoup de mal pendant plusieurs années, j'ai fini par devoir me réconcilier, accepter, digérer mon histoire, penser mes plaies, pour pouvoir envisager un quotidien et un avenir plus serein. J'ai même pu reprendre contact avec ma famille biologique et en 2011, durant plusieurs semaines, j'ai rencontré ma tante maternelle et son fils en Suède. Ça a été des semaines fortes en émotions, libératrices et qui ont permis de combler les vides de ma naissance jusqu'à mes 9 ans. Pour moi, le mot « famille » a pris tout son sens à ce moment-là. Toutes ces années de séparation n'avaient rien enlevé de l'attachement du cœur. Entendre parler de mes parents, de mon pays, de moi, enfant, se remémorer mes souvenirs communs ou non, ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais et d'où je venais. Je suis revenue de ces semaines apaisée. J'avais enfin accès à mon identité originelle. À mon avis, le processus sera finalisé le jour où j'aurai l'occasion de voyager dans mon pays, d'y faire un pèlerinage. C'était quelque chose qu'il fallait que je fasse et il fallait que j'assume en fait. J'ai écouté mon cœur tout simplement et je pense qu'au fond de moi, je le savais que je reviendrais en Turquie. Samia Gamal utilise des voiles pour accompagner sa danse. Je suis ce qui a été, qui est et qui sera, et nul mortel n'a soulevé mon voile. Imperturbable Isis. Celle qui peut soulever les voiles connaît sans doute les secrets de l'existence. Ainsi, toutes choses sont en mouvance, sans forme définitive, perpétuellement inachevées, insaisissables, impénétrables, et pourtant, là, accessible, abordable, hypnotisant le désir, obnubilant attrait, inépuisable envie. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas non plus un mirage, encore moins une chimère. Elle est là, pourtant inaccessible. Elle danse et le monde